Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre, et aucune vie. Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune. Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse, et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrassent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours, mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62F, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone, et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en t-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures, et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite Terre, bien loin de la vraie Terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et 2 jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs?
avec des bois 2 fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi. La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau, mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait. Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide. C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type, ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace. Disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la Terre. Des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammoniac qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres, nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres, ensuite nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars, et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface.
Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile hôte est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années.
Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ces 2 étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. Si la théorie du multivers s'avère exacte, notre réalité n'est pas la seule à exister. Ce qui semble aussi fascinant que terrifiant, n'est-ce pas? Bon, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec ce concept vertigineux. Et soyons honnêtes, établir un quelconque contact avec ces univers parallèles semble aussi probable que de gagner à la loterie tout en faisant du monocycle. Mais accrochez-vous bien, car ce concept étrange ne se limite plus au seul domaine de la fiction. Croyez-le ou non, un tas de théories soutiennent l'existence de ces univers parallèles. Et laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté scientifique.
Imaginez plutôt ceci. L'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité qui défie l'entendement. On parle ici de milliards, d'aucuns diraient même de milliers de milliards, de galaxies en mouvement, chacune regorgeant d'un nombre presque incalculable d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient la forme de l'univers suggèrent que son diamètre pourrait s'étendre sur près de 7 milliards d'années-lumière. D'autres avancent qu'il pourrait même être infini. Pourrait-il exister encore autre chose? Eh bien, il y a des théories scientifiques qui explorent la possibilité que des univers existent aux côtés, au-delà, ou même en reflet d'une autre. Ces intrigantes hypothèses de multivers et de mondes parallèles se mêlent souvent à d'autres concepts scientifiques plus familiers comme le Big Bang, la théorie des cordes et la mécanique quantique. Pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve là-bas, nous devons nous rapporter à des notions dont nous sommes un peu plus certains, n'est-ce pas? Remontons l'horloge cosmique d'environ 13,7 milliards d'années. Tout ce que nous sommes capables d'observer aujourd'hui était comprimé en une minuscule singularité. Puis, si la théorie du Big Bang dit vrai, il y a eu un grand boom. L'univers s'est étendu partout à une vitesse supérieure à celle de la lumière, le tout en moins d'une seconde. La manière dont il serait né a amené certains chercheurs à réfléchir à l'existence de plus d'un univers. Ils se demandent si cette croissance soudaine est achevée partout au même moment. Alors que cette expansion semble se limiter à l'univers observable, l'inflation cosmique pourrait encore se poursuivre dans d'autres recoins mystérieux du cosmos. Certains physiciens théoriques prétendent que lorsque l'inflation s'achève à un endroit, un nouvel univers en forme de bulle se formerait quelque part. Mais voilà le hic, vous ne pouvez pas simplement sauter d'une bulle à l'autre comme des touristes intergalactiques. Ces univers distincts se dilateraient indéfiniment, et leurs bords s'éloigneraient de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Et c'est là que les choses deviennent encore plus déroutantes. Mettons que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à atteindre le bord de notre bulle locale, et que nous rencontrions l'univers suivant. Eh bien, ces mêmes physiciens mentionnent que l'univers voisin pourrait varier du tout au tout. Les lois de la physique pourraient y être complètement différentes, ce qui en ferait un endroit des plus étranges. Suivant la même idée, certains disent que dans ce vaste multivers fait de boules, il pourrait y avoir d'autres formes de vie semblables à la nôtre. Le problème, c'est que nous éloignons d'elles à chaque instant qui passe, et que nos chemins ne se croiseront jamais. D'autres chercheurs tentent d'établir un lien entre ces univers parallèles et la mécanique quantique. Il s'agit essentiellement des mathématiques complexes qui régissent de minuscules particules. Selon cette mécanique, ces particules pourraient exister dans plusieurs états à la fois. On appelle cela la fonction d'onde, qui recèle toutes les options les plus folles. Mais il y a un bémol. Lorsque nous observons ces particules, nous ne voyons jamais qu'un seul résultat. C'est comme si l'univers ne cessait de jouer à cache-cache avec nous. Il existe également une théorie, appelée théorie des mondes multiples, qui dit que chaque fois que nous observons un résultat, un autre univers apparaîtrait où un résultat différent se serait manifesté. Ainsi, notre univers se comporterait comme un arbre gigantesque, se ramifiant constamment en d'innombrables versions de lui-même. Ces univers alternatifs ne peuvent pas se rencontrer. Et vous ne sauriez donc jamais s'il n'y a pas un tas d'autres vous, vivant des vies légèrement, voire totalement différentes. Cette théorie des mondes multiples est pour le moins audacieuse et aussi difficile à prouver qu'à réfuter. Ce qui est tout, sauf idéal pour la science, car les scientifiques ont besoin de tester et d'éprouver leurs idées. Mais s'il y a un espace infini là-bas, pourquoi n'y aurait-il pas également d'univers infini ? Essayez d'imaginer l'univers comme une immense aire de jeu cosmique. Des spécialistes pensent que s'il est effectivement sans fin, alors il n'y a qu'un nombre limité de façons dont ces composants peuvent s'agencer. En bout de compte, ils doivent forcément répéter certains schémas. Si cela est vrai, alors il est possible qu'il y ait quelque part une autre version de vous, vivant exactement la même vie, y compris ce que vous avez mangé la veille au petit déjeuner. Avons-nous déjà eu la moindre preuve de l'existence de ces prétendus univers parallèles ? Eh bien, certains disent que oui. Avez-vous déjà entendu l'histoire du mystérieux homme de Taured ? C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un aéroport japonais et affirmait venir d'un pays totalement inconnu, baptisé Taured. Certains pensent que cet homme était un voyageur temporel, tandis que d'autres y voient la preuve qu'il venait d'un univers diamétralement différent. Aussi tentant qu'il puisse être de croire à cette histoire,
Le problème est ce lieu appelé Taured. Il y a une raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il n'y a pas de Taured sur la carte. Que ce soit de nos jours ou dans les années 50, lorsque tout céleste censé s'être produit. Après l'incident à l'aéroport, l'homme s'est tout simplement volatilisé un jour après son arrivée au Japon. Pouf, disparu à tout jamais. Revenons à ce jour fatidique de juillet 1954, où l'homme de Taured est censé avoir atterri à Tokyo. On l'a décrit comme un homme barbu, s'exprimant en français. Rien de très extravagant jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais en fonction de qui raconte l'histoire, les choses commencent à diverger un peu. Selon une version, quand l'homme a donné son passeport afin qu'il soit tamponné, l'officier japonais n'en a pas cru ses yeux. Bien qu'il ait pu sembler authentique, le pays indiqué de Taured n'était connu de personne, pas plus de l'officier que des autres fonctionnaires. Naturellement, on a convié le visiteur à un petit interrogatoire. Dans une autre version, l'homme aurait annoncé de but en blanc qu'il venait de Taured et montrer son passeport quand personne ne l'a cru. Notre homme de Taured a ensuite cherché à convaincre les autorités que sa patrie existait bel et bien. D'après lui, Taured se serait situé quelque part entre la France et l'Espagne et aurait existé depuis près de 1000 ans. Pour le prouver, il aurait même pointé sur la carte une région correspondant à la principauté d'Andorre. Évidemment, le mystère n'a fait que s'épaissir. Les autorités ont donc décidé de placer l'homme en détention, soupçonnant qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. On l'a logé dans un hôtel à proximité pour la nuit, mais non sans stationner 2 gardes devant sa chambre pour garder l'œil dessus. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Lorsque les agents se sont présentés le lendemain matin, prêts à poursuivre leur enquête, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Aucun signe d'évasion, et pour rendre les choses encore plus troublantes, tous ces documents avaient aussi mystérieusement disparu. Et si cet homme de Taured était un voyageur temporel ou un aventurier intergalactique? Certains sont même allés jusqu'à échafauder des théories dignes de la science-fiction pour expliquer cet étrange événement, et vous n'allez pas croire le nombre de gens sur Internet qui l'ont interprété comme une preuve de l'existence de réalités alternatives. L'une des hypothèses les plus étranges suggère que l'homme aurait accidentellement trébuché dans une dimension parallèle et terminé dans cet aéroport japonais. Dans son univers d'origine, il y aurait une Terre tout comme la nôtre. Mais à la place d'Andorre se trouverait le pays de Taured. Une autre idée voudrait que l'homme ait été un voyageur venu du futur. Désolé de vous l'annoncer, mais l'explication la plus probable à toute cette histoire d'homme de Taured est que l'imagination de quelqu'un se soit emballée. Comme il existe de nombreuses versions du même récit, il est probable que les gens n'aient cessé d'y ajouter des détails extravagants pour le rendre plus sensationnel. Toute l'histoire s'est simplement transformée en légende urbaine, et il n'y a que peu, ou pas, de raisons de croire que nous ayons un jour croisé un voyageur temporel, ou un autostoppeur intergalactique sur notre bonne vieille Terre. Il y a probablement 36 autres civilisations présentes dans la Voie lactée, et plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable. Les conditions pour la vie sont présentes partout dans l'espace. Alors où est tout le monde? Le physicien nucléaire Enrico Fermi a posé exactement la même question lors d'une pause déjeuner avec ses collègues en 1950, ce qui a conduit à l'un des paradoxes les plus déroutants de l'univers. Même s'il y a une énorme probabilité que des civilisations extraterrestres existent, nous n'en avons toujours pas trouvé de preuves. Mais nous avons dans l'hypothèse dite du zoo une explication possible. Selon celle-ci, des sociétés extraterrestres avancées existent et savent exactement qui nous sommes et où nous sommes, mais choisissent intentionnellement de rester cachés. Ils nous observent tout simplement vivre nos vies étranges, comme si nous étions dans une sorte de zoo cosmique, et ils pourraient avoir de bien mauvaises intentions. Si vous êtes fan de Star Trek, vous devez vous souvenir de la règle principale pour les membres de la Fédération. Les officiers de Starfleet ne doivent pas entrer en contact avec les espèces peu avancées afin de ne pas perturber leur développement, même si cela signifie risquer leur propre vie. Il s'agit d'une fiction, mais cette règle nous dit bien ce qu'est l'hypothèse du zoo. Les êtres d'autres régions de l'univers nous voient comme dans un zoo cosmique, et c'est à sens unique. Ils peuvent nous regarder nous brosser les dents ou promener notre chien, mais nous ne pouvons pas du tout les voir. Selon cette théorie, les formes de vie non terrestres,
gardent délibérément leur distance avec nous, conformément à une politique de non-ingérence dans le vaste voisinage cosmique. C'est comme si tous ces êtres super intelligents avaient convenu que nous devions avoir la liberté de façonner notre propre avenir et notre propre destin, en suivant notre propre développement, sans contamination extérieure. L'idée, c'est que ces civilisations super avancées pourraient avoir environ 500 millions d'années d'avance sur nous, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons aucun signe d'elles. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car les humains pourraient facilement être détruits ou être même assimilés par une telle puissance cosmique, un peu comme dans Independence Day. Aussi intéressant que soit pour nous la visite des musées d'art, les extraterrestres ont sans doute mieux à faire que de nous regarder fixer la Joconde pendant des heures. Nos spectateurs interplanétaires se pressent probablement davantage au guichet des nouvelles technologies afin de jeter un œil sur nos satellites ultramodernes. Selon la théorie du zoo, ils n'entreront pas en contact avec nous tant que nous n'aurons pas atteint un certain niveau. Améliorer notre technologie et notre sagesse pourrait donc être le seul moyen de leur montrer que nous sommes mûrs et que nous n'avons plus besoin de leur tutelle spatiale. Or, il est difficile d'adhérer à l'hypothèse du zoo pour plusieurs raisons. Oui, les extraterrestres pourraient garder leur distance parce que nous ne sommes pas assez avancés. Mais il n'est pas facile d'expliquer pourquoi ils continuent d'ignorer toutes nos tentatives de communication. Même si les gardiens de zoo font de leur mieux pour ne pas intervenir dans la vie des animaux, je parie qu'ils n'ignoreraient pas un ours qui se mettrait soudain à articuler clairement son désir de communiquer. C'est la raison pour laquelle nous tentons sans cesse de provoquer une réaction chez les extraterrestres avec nos signaux radio. En 2017, dans une vallée située à 13 km au sud-est de la ville norvégienne de Tromsø, une antenne radar a transmis une musique électronique spécialement composée pour un auditoire intergalactique. La région visée était celle de JJ 273, également connue sous le nom d'étoile de Luyten. C'est une petite naine rouge située à 12 années-lumière de notre système solaire. Comme les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière, nous devrons attendre plus de 2 décennies avant de chercher une réponse. Mais le problème avec les ondes radio, c'est que nous ne savons pas exactement où chercher. Des civilisations pourraient se trouver à plus de 17 000 années-lumière. Et nous ne savons pas quelle fréquence radio les extraterrestres utilisent pour discuter. De la Terre, nous utilisons le spectre radio pour envoyer des signaux dans l'univers. Nous nous disons que ce qui fonctionne pour nous pourrait tout aussi bien fonctionner pour d'autres. Mais en fait, il est très possible qu'il s'agisse d'une technologie obsolète pour ces sociétés avancées. C'est pourquoi nos scientifiques cherchent à présent d'autres formes de technosignature, des signes d'activité technologique. Lumières urbaines, panneaux solaires, mégastructures ou satellites artificiels. Ils étudient également l'atmosphère des planètes qui orbitent autour des étoiles proches. Car une civilisation avancée pourrait très bien modifier son atmosphère avec différents gaz et la rendre ainsi détectable. Mais en dépit de décennies d'observation, nous n'avons toujours pas de preuve que des civilisations extraterrestres existent, bien que ça ne veuille pas dire qu'elles n'existent pas. Même en élargissant notre champ de recherche, nos chances sont beaucoup plus grandes de gagner au loto que de découvrir une civilisation extraterrestre. Environ une chance sur 3 milliards. Des créatures spatiales répondent peut-être à nos tentatives de communication, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. L'univers existe depuis plus de 13 milliards d'années, tandis que les humains sont apparus il y a seulement 200 000 ans, ce qui représente environ 0,01% de l'âge de l'univers. Il est donc possible que notre développement en soit encore à un stade beaucoup trop bas pour que nous puissions comprendre les messages d'autres êtres super intelligents. Nous continuons d'attendre qu'un immense ovni atterrisse sur Terre et que des extraterrestres verts aux grands yeux en sortent. Mais il est possible que nos voisins intergalactiques soient davantage intéressés par la construction de nanotechnologies à des fins de surveillance. Ils pourraient également essayer de communiquer en utilisant des neutrinos, des particules subatomiques d'une masse extrêmement réduite, capables de traverser notre planète sans être détectées par nos dispositifs actuels. L'hypothèse du zoo pose un autre problème. Il est assez difficile de croire que toutes ces civilisations dispersées dans l'univers décident d'un commun accord de ne pas entrer en contact avec les humains.
Pour que cela se produise, il faudrait une grande structure, avec une intelligence supérieure, une espèce de chef de l'univers qui obligerait les autres, par un ensemble de règles, à nous tenir à l'écart. Mais il existe des milliards de possibilités que la vie existe, n'est-ce pas? Plus il y a de civilisations, plus il y a alors de chances qu'une de celles-ci enfreigne la règle de non-ingérence. Ainsi, il est tout à fait probable qu'au moins une planète indépendante soit aussi désireuse de trouver de la vie dans l'univers que nous le sommes. Selon certains scientifiques, si une société avancée avait déjà colonisé la Terre et de nombreuses autres planètes, nous serions au courant. Il existe deux autres versions encore plus effrayantes de l'hypothèse du zoo. Dans l'hypothèse du laboratoire, personne ne nous contacte, car l'humanité est en fait soumise à des expériences. Et la Terre est essentiellement un immense laboratoire scientifique. Des créatures d'autres mondes analysent les réponses humaines à divers défis de survie, tels que les tsunamis et les tremblements de terre. Dans ce cas, l'accord de non-ingérence signé par l'ensemble de nos voisins aurait un peu plus de sens, car il existerait au nom de la recherche et du bien commun, leur bien commun, bien sûr. L'hypothèse du planétarium, avancée en 2001, suggère que nous vivons dans un univers artificiel, dans une sorte de réalité virtuelle conçue pour nous donner l'illusion que l'univers est désert, alors qu'il ne l'est pas. Mais aucun générateur existant n'est capable de tester cette hypothèse. En plus des théories du zoo, du laboratoire et du planétarium, il existe une autre explication possible au paradoxe de Fermi. Personne ne nous contacte parce que les humains sont complètement seuls dans l'univers. Ceci est connu sous le nom de l'hypothèse de la Terre rare. Notre situation serait selon elle absolument unique. Aucune autre planète ne serait capable de développer des formes de vie au-delà de la simple bactérie. Nous pouvons donc nous considérer comme assez chanceux, car le moindre changement dans l'un des paramètres de la Terre, comme sa distance par rapport au Soleil ou sa vitesse de rotation, pourrait entraîner des conditions trop extrêmes pour la vie en général. Mais il est tout de même difficile de se dire que nous sommes seuls dans ce vaste univers. Nous en revenons donc au paradoxe. Où est tout le monde? Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Terre avait autrefois des anneaux. Habituellement, on pense à Saturne quand on parle d'anneaux. Mais on pense aujourd'hui que la Terre a eu sa propre bande de particules de poussière à un moment donné. C'était dû à un phénomène appelé pluie d'anneaux. Et oui, notre planète était entourée de tout un tas de petits rochers et de poussières, peut-être les restes d'une hypothétique planète appelée Theia. Cette protoplanète aurait fait partie du système solaire primitif, et on suppose qu'un jour, elle serait entrée en collision avec la Terre. Et que ce sont les énormes restes de cette collision qui auraient formé notre précieuse Lune, et que les petits morceaux auraient formé des anneaux. Dans tous les cas, des particules ont été attirées vers la surface de la Terre par la gravité. Tout cela s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années, peu après la formation de notre planète. Nous le savons grâce à diverses sources. Par exemple, nous avons trouvé quelques petites perles de verre au cœur d'anciennes roches, formées, selon certains, par la chaleur intense au moment de l'entrée des particules annulaires dans l'atmosphère terrestre. Nous avons également trouvé des traces d'isotopes dans d'anciennes roches. Ces anneaux étaient beaucoup plus petits que ceux de Saturne, et ils n'étaient pas glacés. Ils ne brillaient donc pas. Ils étaient probablement constitués de roches et de poussière. Nos scientifiques pensent qu'ils se trouvaient à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer, et s'étendaient jusqu'à la limite de roche. Ils étaient plus éloignés de la Terre que la Station spatiale internationale et la plupart de nos satellites. Depuis l'équateur, les anneaux ressemblaient à une ligne droite dans le ciel. Mais si vous vous déplaciez vers le nord ou le sud, ils s'élargissaient, créant comme un arc. Près du pôle Nord, ils prenaient des teintes crépusculaires. Mais contrairement aux anneaux de Saturne qui perdurent, ceux de la Terre furent éphémères. Et c'est à cause du Soleil. La proximité de la Terre a fait que les particules d'eau glacée, capables de se former en anneaux, se sont transformées en gaz, ne laissant rien du tout derrière elles. Les rayons ultraviolets ont ensuite éliminé le reste. Et si la Terre avait gardé ses anneaux? Imaginez le spectacle de jour comme de nuit. Visuellement, ce serait époustouflant, de beaux anneaux flottant au-dessus de nos têtes. Pendant la journée, ils scintilleraient magnifiquement, et la nuit, ils seraient si lumineux que la pleine lune elle-même en serait éclipsée. Cependant, ils n'auraient pas qu'une influence positive sur nos vies. Tout d'abord,
Cette luminosité réfléchie par les anneaux troublerait les créatures nocturnes, les bousiers ou les mouettes à queue fourchue par exemple. C'est la lumière des étoiles qui les guide. Ces pauvres créatures seraient donc très confuses avec toute cette lumière en plus. Leurs habitudes en seraient perturbées. L'ombre projetée par les anneaux pourrait également perturber nos modèles météorologiques. Elle affecterait les niveaux de lumière du soleil et nuirait à la photosynthèse. Les températures changeraient selon l'épaisseur et la composition des anneaux. Et ça aurait un impact sur nos saisons et ça pourrait aussi provoquer des hivers plus froids et des étés plus chauds. Cela poserait également quelques problèmes à nos satellites. Le carambolage serait incessant et notre technologie ne ferait pas le poids contre tous ces rochers. Si les anneaux avaient été là depuis le début et qu'on s'y était adapté, peut-être que les choses se passeraient bien. Mais s'ils apparaissaient soudainement, cela causerait des tonnes de problèmes. C'est donc une bonne chose que seul Saturne possède des anneaux. Mais peut-être n'est-ce pas le cas. Ces bandes lumineuses et la célèbre division de Cassini sont visibles même avec un petit télescope ou des jumelles d'astronomes amateurs. Elles sont super vieilles et pourraient avoir été formées à l'époque des dinosaures. En réalité, les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en ont toutes. Leurs impressionnants anneaux sont composés de tonnes de petites particules de poussière, un mélange de roches et de glace. Ça va du minuscule fragment à des cailloux de la taille d'une maison. Et ça varie d'une planète à l'autre, chacune possédant sa propre composition. Pour en savoir plus sur leur composition, nous n'avons qu'à les observer. Certaines particules sont aussi petites que des grains de sable, tandis que d'autres sont aussi grandes que des bus à 2 étages. Nous nous intéressons aussi à leur réflectivité et à leur éclat. Les anneaux de Saturne sont principalement composés de glace d'eau, et ils ressemblent à d'étincelantes gouttelettes gelées. Ceux de Jupiter sont plus poussiéreux, de fines particules rocheuses, similaires aux astéroïdes. Les anneaux d'Uranus sont encore un mystère. Ils sont sombres, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas de glace d'eau. Il pourrait s'agir de carbone, peut-être même de charbon. Et Neptune monte d'un cran. Ces anneaux sont encore plus sombres, suggérant une poussière super fine, peut-être du carbone ou de la glace de méthane. Les scientifiques étudient également le type de lumière que ces particules émettent. Ils divisent cette lumière en spectres pour étudier les anneaux. Par exemple, la glace d'eau, le fer et les tholins organiques donnent aux anneaux une teinte rougeâtre. Et ces géants ne sont pas les seuls dans l'univers à avoir cette caractéristique remarquable. Par exemple, il y a une planète bien au-delà de notre système solaire appelée J-Cumae 107b. Elle a des anneaux 200 fois plus larges que ceux de Saturne, et elle est époustouflante. La NASA a surnommé cette planète Super Saturne. À l'autre extrémité, il y a un objet avec seulement 2 petits anneaux appelés 1199 Chariclo. Si Super Saturne est probablement une géante possédant une énorme gravité, cet objet, lui, est très petit. Ce n'est même pas une planète, c'est ce qu'on appelle un centaure. C'est ainsi qu'on appelle les petits corps célestes. Dans le cas des planètes lointaines, nous découvrons généralement leurs anneaux grâce aux ondes radio. Toutes les planètes ou satellites émettent des signaux radio. Lorsque ces signaux traversent les anneaux qui les entourent, cela donne une symphonie étrange et plutôt folle. La taille et le poids des particules dans les anneaux déterminent les notes. Par exemple, les particules plus légères, comme l'aluminium, ont leur propre timbre, qui sera différent de celui du fer. Mais le vrai mystère est de savoir comment ils se forment. Chacune des planètes du système solaire a sa propre histoire. Dans le cas de Saturne, les scientifiques pensaient qu'elle avait peut-être eu un énorme satellite, et que ce satellite se serait un jour décomposé, après une collision par exemple, ce qui aurait formé ces fascinantes bandes rocheuses. Mais si nous additionnons tous les rochers, nous n'obtenons pas un objet assez grand, donc cette théorie n'est probablement pas juste. Les anneaux pourraient se provenir d'une collision, mais de plusieurs objets différents. Les faibles anneaux de Jupiter proviennent de particules de poussière projetées en orbite par des micrométéorites. Neptune a pas vraiment d'anneaux, mais plutôt des arcs. Ils ne forment pas des cercles complets autour de la planète, seulement des parties de cercles. Ils sont influencés par l'attraction gravitationnelle de Galatée. Enfin, les mystérieux anneaux d'Uranus, rouges et bleus, déconcertent les scientifiques. Nous n'avons aucune idée d'où ils viennent, tout comme pour Super Saturne et le centaure que nous avons mentionné il y a un instant. Les anneaux de notre système solaire ont leur propre avenir.
La triste vérité est que Saturne perdra un jour ses anneaux emblématiques. La sonde Cassini de la NASA nous a montré qu'ils sont lentement attirés vers la planète par la gravité et le champ magnétique. Cela se produit si rapidement que la pluie d'anneaux de Saturne pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. Un jour, ce qui était autrefois un si beau spectacle, mesurant 22 fois la longueur de la Terre, se réduira presque à rien et deviendra une toute petite partie de Saturne. Mais ne vous inquiétez pas, malgré cette vitesse, il faudra environ 100 à 300 millions d'années pour que tous ces anneaux disparaissent complètement. Mais il y a une chose positive. Mars pourrait un jour avoir ses propres anneaux, même si cela prendra beaucoup de temps. Dans 30 à 50 millions d'années, Mars pourrait voir sa lune Phobos se désintégrer et former une bande éblouissante autour de la planète. Les fragments qui ne contribueront pas à l'anneau créeront des cratères sur la surface martienne. Espérons donc que nous n'y vivrons pas à ce moment-là. Les scientifiques de la NASA espèrent pouvoir continuer à étudier les anneaux des différentes planètes. En attendant, le télescope spatial James Webb continuera à les examiner et à les analyser. Espérons que nous en apprendrons davantage sur leurs mystères et sur l'histoire de notre système solaire. Le bouclier protecteur de notre planète se dégrade et finit par ne plus suffire. Il en va de même pour nos satellites. D'abord, les satellites de communication en orbite haute tombent sur Terre. Ensuite, les astronautes en orbite terrestre basse ne peuvent plus contacter leur centre de contrôle. Et enfin, des rayons cosmiques dangereux et implacables commencent à bombarder toute la planète, provoquant le chaos et la dévastation. Sont-ce les conséquences terrifiantes du renversement du champ magnétique de la planète auxquelles nous allons devoir faire face ? En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le pôle magnétique nord de la Terre est extrêmement déséquilibré. C'est tellement grave que les scientifiques vont devoir réviser le modèle global du champ magnétique qui avait été publié il y a seulement 4 ans. Est-ce que cela signifie que le pôle magnétique de notre planète va bientôt s'inverser? Un peu de patience, nous allons le découvrir un peu plus tard. Voyez-vous, le pôle magnétique se déplace de manière assez erratique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Et ces mouvements sont très imprévisibles. Mais il est normal que le pôle bouge. Il existe des relevés sur le long terme à Londres et à Paris qui prouvent que le pôle magnétique nord se déplace aléatoirement autour du pôle de rotation sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Mais le plus étonnant dans son mouvement, c'est qu'il tend à gagner en vitesse. Vers le milieu des années 90, le pôle magnétique a inopinément accéléré, passant d'un peu plus de 14 km à 54 km par an. Et récemment, le pôle a franchi la ligne de changement de date, se dirigeant vers l'hémisphère oriental. L'Agence spatiale européenne a lancé des satellites de pointe destinés à analyser le champ magnétique en 2013. Grâce à eux, les chercheurs disposent de précieuses données qu'ils peuvent non seulement utiliser pour dresser des cartes du champ magnétique, mais aussi pour les mettre à jour tous les 6 à 12 mois. C'est ainsi qu'ils ont pu remarquer que le champ principal s'amenuisait, lui aussi. Cela pourrait être un signe que le champ magnétique de la planète est sur le point de s'inverser. Pour mieux comprendre ce processus, nous devons comprendre comment fonctionne le champ qui émane de notre noyau. Mettons que nous ayons une barre aimantée qui traverse le centre de notre planète et qui est un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant est incroyablement puissant, représentant environ 75% de l'intensité du champ magnétique de notre planète à la surface. Notre aimant ne fait pas que bouger, mais il s'affaiblit également, d'environ 7% à chaque siècle. Il faut admettre que cet aimant n'est pas une représentation parfaite du champ produit par notre noyau. C'est plutôt comme si des courants électriques généraient le champ magnétique de la Terre. Néanmoins, ce modèle facilite la compréhension de ce qui arrive à notre planète en ce moment. Le champ magnétique de notre planète joue un rôle important dans la protection contre les radiations dangereuses et l'activité géomagnétique, qui est le produit de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Le champ magnétique de la Terre se déplace également. Les scientifiques ont étudié et suivi le mouvement des pôles magnétiques au cours de centaines d'années. Les mouvements historiques de ces pôles indiquent des changements dans la géométrie globale du champ magnétique de notre planète. Et ils peuvent également signaler le début de l'inversion du champ. C'est ainsi que l'on appelle un basculement entre les pôles magnétiques nord et sud. Il faut savoir que si le pôle magnétique nord se déplace un peu, ce n'est pas un très gros problème. Mais un renversement complet pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète, ainsi que sur nos technologies modernes. Heureusement, de tels renversements ne se produisent pas du jour au lendemain. L'ensemble du processus s'étend sur des milliers d'années. De plus,
Même si le pôle magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. Ainsi, les terribles événements du début de cette vidéo ne risquent probablement pas de nous arriver. La magnétosphère continuera à protéger la planète des rayons cosmiques et des particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière pourrait tout de même atteindre la surface terrestre. Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement en lui, on l'appelle un conducteur. Le métal est un excellent conducteur, et nous l'utilisons souvent pour transférer les courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons se déplaçant à travers le métal. C'est ce courant qui génère un champ magnétique. La Terre possède un noyau de fer liquide. En d'autres termes, il existe des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Les courants de charge se déplacent constamment à travers le noyau, et le métal liquide y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique produit à son tour quelque chose qui ressemble à une bulle autour de la planète. On appelle cela la magnétosphère, et elle se situe au-dessus de la partie la plus haute de l'atmosphère. Cette couche nous protège et dévie le rayonnement cosmique de haute énergie, qui sinon serait extrêmement dangereux pour les gens et les autres formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère, la couche de l'atmosphère de notre planète qui contient des tonnes d'ions et d'électrons libres et qui est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et le vent solaire magnétisé est ce que les scientifiques appellent la météo spatiale. Le vent solaire est normalement assez léger et il n'y a absolument pas de météo spatiale. Mais parfois, le Soleil commence à expulser d'énormes nuages de gaz magnétisés qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils sont appelés éjections de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont éjectées du Soleil sur plusieurs heures. Les EMC s'apparentent généralement à d'énormes filaments tordus et peuvent se produire spontanément. Leur fréquence varie selon un cycle solaire de 11 ans. Par exemple, au minimum solaire, on peut observer une éjection par jour. Et lorsque le Soleil est dans sa phase la plus active, il peut y avoir jusqu'à 3 EMC par jour. Les éjections de masse coronale perturbent le flux calme du vent solaire et causent de graves perturbations capables d'endommager des choses à la fois dans l'espace proche de la Terre, comme les satellites, et à la surface de la planète. Si les éjections de masse coronale atteignent la Terre, leur interaction avec la magnétosphère génère des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci peuvent produire des aurores, qui se produisent lorsqu'un flux de particules chargées frappe l'atmosphère et l'illumine. Et puis, il y a aussi les éruptions solaires. Elles se développent plus rapidement et avec beaucoup plus d'énergie que les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure, en comparaison des éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont aussi incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que de telles explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se tord dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie emmagasinée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se poursuivent pendant des heures. Une puissante tempête solaire peut potentiellement provoquer une panne d'électricité dévastatrice sur l'ensemble de la Terre. Si ce n'était pour la magnétosphère terrestre, les effets de l'activité solaire seraient de beaucoup plus dévastateurs. Heureusement, elle dévie la plupart des particules solaires qui se précipitent vers notre planète depuis notre étoile à une vitesse de plus d'1,6 km/h. Mais même ainsi, lors d'événements météorologiques spatiaux, il y a beaucoup de radiations dangereuses près de la Terre. Elles peuvent potentiellement nuire aux astronautes et aux engins spatiaux. De plus, la météo spatiale peut endommager nos grands systèmes conducteurs, comme les pipelines et les réseaux électriques, par exemple en surchargeant les courants qui circulent à l'intérieur. Les scientifiques cartographient et suivent régulièrement l'orientation et la forme globale du champ magnétique de notre planète. Pour ce faire, ils exploitent des mesures locales de l'orientation et de l'amplitude du champ. C'est ainsi qu'ils ont pu conclure que l'emplacement du pôle magnétique nord avait bougé de presque 1000 km depuis que les premières mesures ont été prises en 1831. Le champ magnétique de notre planète s'inverse sur une échelle de temps variant de 100 000 à 1 million d'années.
On peut dire à quelle fréquence cela se produit en regardant les roches volcaniques au fond de l'océan. Elles retiennent l'orientation et la force du champ magnétique de la Terre au moment de leur création. Ainsi, la datation de ces roches nous donne une image de l'évolution du champ magnétique de notre planète au fil du temps. D'un point de vue géologique, les inversions de champ se produisent assez rapidement. Mais elles sont extrêmement lentes d'un point de vue humain. Un renversement complet prend normalement quelques milliers d'années. Mais pendant cette période, l'orientation de la magnétosphère peut changer, exposant davantage la Terre au rayonnement cosmique. De tels événements ont tendance à modifier la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude quand aura lieu le prochain renversement du champ magnétique. Mais ils continuent de cartographier et de suivre le mouvement du nord magnétique de notre planète. Au fait, la Terre n'est pas la seule planète disposant d'un champ magnétique. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, ont également une couche d'hydrogène métallique conductrice qui génère leur champ magnétique. Le champ interne de Jupiter empêche le vent solaire d'interagir directement avec l'atmosphère de la planète. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré,
un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant ? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés ? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement ? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas ? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai ? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie ? Te demandes-tu peut-être ? Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années ? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant.
Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat.